Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Causette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Baël, paratriathlète pour l'équipe de France et notamment aussi pour Villeneuve d'Ascq Triathlon. Merci beaucoup Pierre-Antoine d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de ton fameux sport, le paratriathlon. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, je suis content d'être là avec toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques phrases? Alors en quelques phrases, moi c'est Pierre-Antoine, donc je suis paratriathlète, donc je fais du triathlon pour les personnes en situation de handicap. Donc le triathlon c'est de la natation, du vélo et de la course à pied. Et donc du coup je fais partie de l'équipe de France maintenant depuis 3 ans et aussi membre du club de Villeneuve d'Ascq Triathlon, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et comment est née cette passion pour le triathlon? Comment t'en es arrivé à être au haut niveau? Je parlerai déjà plutôt de passion pour le sport avant tout. Et puis après, forcément, à force de côtoyer différents sports, je suis arrivé au triathlon en 2016. Avant le triathlon, je faisais de l'athlétisme et j'étais forcément intéressé par le décathlon. Ce n'était pas forcément ouvert pour les personnes en situation de handicap. Et donc du coup, un peu par hasard, je me suis présenté au triathlon. L'idée c'était de faire une discipline enchaînée. Il y avait plutôt une bonne ambiance et j'avais aussi envie de m'amuser à ce moment-là, donc avoir un nouveau groupe de potes. Et donc voilà, le triathlon ça a été fait pour moi en 2016 en tout cas. Et puis après progressivement, on a monté un projet de performance, une pierre après l'autre, et puis jusqu'à arriver en 2024 aux Jeux à Paris. Et le sport est reconnu pour ses bienfaits. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, le triathlon? Je vais toujours rebondir sur la même chose, le sport avant tout. Moi je pense que grâce au sport j'ai réussi à accepter ma différence, mon handicap. C'est d'ailleurs à cause de moqueries à l'école que je me suis tourné vers le sport. J'ai d'abord commencé par le judo, ensuite après le football, jusqu'à l'athlétisme et le triathlon. Et c'est une façon pour moi de montrer que je suis comme les autres, que je peux faire comme les autres. Et puis aussi quand on a une différence, c'est des fois difficile de rencontrer du monde, de se faire des amis. Et au travers le sport, c'est une bonne façon de pouvoir rencontrer du monde. J'ai rencontré le handisport. J'ai vu à ce moment-là aussi qu'il y avait des personnes en situation de handicap qui pratiquaient du sport, différents handicaps, des fauteuils, des malvoyants, d'amputation au niveau du bras. Donc ça permet aussi de prendre conscience qu'on n'est pas seul et que se dire aussi à un moment, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et donc progressivement, j'ai d'abord accepté mon handicap à travers le sport et puis après monter un peu en gamme, j'ai envie de dire, jusqu'à monter ce fameux projet de haut niveau. Du coup, on peut dire que tu as combattu ce harcèlement par le sport. Comment tu l'as transformé en réelle force, en fait, ton handicap? C'était déjà assez particulier parce que c'était plus ou moins les mêmes personnes que j'avais à l'école et dans mon sport, le judo, mon tout premier sport. Il y avait des moqueries à l'école et pas forcément au judo, sur le tatami. Donc le cadre sportif déjà, je pense que ça pose certaines règles, ça impose aussi du respect. Le judo, il y a plein de bonnes valeurs qui m'accompagnent encore aujourd'hui, mais voilà, peut-être aussi la prof à ce moment-là qui nous accompagnait a réussi à poser les bases et à inculquer ce respect. En tout cas, progressivement, j'ai réussi à apprendre à me contrôler, à apprendre à me faire respecter aussi et puis à montrer à mes camarades d'école que même avec une différence, même avec un handicap, on pouvait faire comme tout le monde, pratiquer du sport et vivre une vie tout à fait normale. Et j'ai également vu que tu intervenais pas mal auprès des jeunes dans les écoles. Pourquoi c'est important de sensibiliser au handisport et plus particulièrement aux jeunes? Je pense que déjà en France, on a un retard sur l'image qu'on peut avoir sur le handicap de façon générale. Et l'idée, c'est de montrer que ça existe. Toujours la même chose, de montrer que même en situation de handicap, on peut avoir une vie tout à fait normale, on peut avoir un travail, on peut faire du sport, on peut avoir un appartement, une copine. C'est des questions qu'on me pose à l'école, mais en fait j'ai une vie tout à fait normale et l'idée c'est de montrer à ces jeunes-là que je suis une personne à part entière, même avec une différence et que ça existe et que l'idée c'est de leur montrer mes prothèses, de pourquoi pas faire une petite initiation sportive ensemble. Je pense que c'est les citoyens de demain et qu'il faut les accompagner sur ces sujets-là. À mon avis c'est important, ça me permet tout simplement de semer la petite graine. Après ils font ce qu'ils veulent avec ça, mais moi je ne suis pas forcément prof. L'idée c'est juste de leur partager mon expérience et ma façon de voir le handicap. Puis après ils font ce qu'ils veulent et s'ils ont envie de creuser par la suite, c'est propre à eux
d'aller plus loin. Et tu penses que cette sensibilisation au handisport, c'est peut-être ce qui t'a manqué à l'époque, toi, quand tu étais jeune à l'école? Forcément, parce que pendant longtemps, je ne savais pas que le handisport existait. J'ai tout le temps pratiqué le judo et le foot dans le monde valide. Je ne me suis jamais tourné vers le handisport. Ça remonte aussi il y a quelques années. Maintenant, on en parle de plus en plus. Il y a des journées de détection, il y a des journées de sensibilisation au handisport. Donc, on en parle de plus en plus, on en voit de plus en plus. Ça, c'est à mon avis le plus important. Mais moi, quand j'ai commencé à faire du sport, voilà, ça n'existait pas et il n'y avait pas toutes ces journées de sensibilisation. C'était pas en place. Donc, voilà, c'était quelque chose qui était pas à ma portée. Donc, j'ai toujours fait avec ce que j'avais autour de moi, donc le monde valide. Et puis après, progressivement, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Mon prothésiste qui m'a mis en relation avec un ancien athlète qui avait fait les Jeux à Athènes, Dominique André. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que finalement, le monde handisport existait et qu'on pouvait aussi pratiquer avec des personnes avec une différence. Et c'était une ouverture d'esprit aussi à ce moment-là. Et tu fais également partie d'une association qui s'appelle Lame de Joie, qui propose aux enfants amputés des lames pour justement faire du sport. Ça, il ne faut pas regarder, c'est juste pour faire un peu glisser, mais dans un état, je devrais l'acheter. Alors oui, l'association, je l'ai rencontrée à la base un peu par hasard parce que je cherchais à avoir une nouvelle lame pour ma nouvelle prothèse pour la pratique du triathlon. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Lame de Joie. C'est une association qui m'a forcément touché parce qu'elle achète des lames et elle les prête à des enfants qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément les moyens. Aujourd'hui, une lame de course, ça coûte très cher, c'est pas remboursé par notre système de santé. Donc du coup, voilà, c'est peut-être un outil, j'ai envie d'appeler ça un outil, que les enfants ne peuvent pas se payer et avoir pour pouvoir courir tout simplement dans la cour avec leurs copains ou faire du sport. Donc voilà, ça me touche et à ce moment-là, le deal était assez simple. Je ne rentrais pas forcément dans les critères parce que j'étais déjà adulte et donc l'idée c'était de devenir ambassadeur de cette belle association qui me correspond aussi et on partage des valeurs importantes et en contrepartie moi j'avais ma fameuse première lame pour pouvoir débuter ce projet dans le triathlon. Et depuis, voilà, ils sont toujours à mes côtés, j'essaie de les accompagner. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'association existe, déjà dans un premier temps auprès des familles qui sont dans le besoin, parce que ça, c'est pas toujours évident, mais aussi après de futurs partenaires pour qu'on puisse acheter encore plus de lames pour accompagner encore plus d'enfants. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer le matériel que tu utilises dans tes 3 disciplines, donc la course, la natation et le vélo? Alors le matériel, c'est assez simple. En natation, déjà, on n'a pas de matos. C'est interdit dans le règlement, donc je nage sans prothèse à l'entraînement et en compète. Ensuite, j'ai cette fameuse lame de course. C'est la prothèse que j'utilise pour courir et que j'utilise en compète. J'utilise qu'une seule prothèse, donc la fameuse lame de course. Et j'ai aussi une deuxième prothèse, c'est la prothèse de vélo. J'utilise plus pendant les entraînements. Donc c'est une emboîture tout simple avec un morceau de fer au bout et la cale que je viens clipser dans mes pédales automatiques en vélo. Voilà, l'idée aussi d'avoir qu'une seule et même prothèse lors des compètes, c'est de gagner du temps. Donc moi à la sortie de l'eau, j'enfile cette lame, cette prothèse là et je fais le vélo et la course à pied avec. Donc ça m'évite un petit changement de prothèse qui me fait perdre du temps. C'est sûr que c'est pas optimal sur le vélo, mais à force de travailler, voilà, on y arrive et en tout cas c'est le format qui est le plus efficace sur l'ensemble des 3 disciplines. Ouais, justement, tu as parlé des transitions un peu là, les transitions dans le triathlon c'est hyper important, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Toi comment ça se passe un peu justement les transitions c'est un peu le 4e sport du triathlon en fait, la transition, parce qu'on déclenche le chrono au début en natation, on l'arrête seulement quand on franchit la ligne en course à pied, donc cet aspect transition, il fait partie du chrono et donc l'idée en fait de supprimer ces changements de prothèse, ça me permet de gagner du temps et puis aussi entre la sortie de l'eau et aller chercher mon vélo et sortir du parc en poussant le vélo, des fois les distances elles sont quand même assez longues. On peut faire facile 300-400 mètres, voire des fois plus, suivant les lieux qui nous accueillent. Donc forcément, pouvoir courir avec cette fameuse lame de course, c'est beaucoup plus efficace qu'avec une prothèse de vélo ou une prothèse de marche,
Donc on a pris cette option-là aussi un peu en copiant un peu ce qui se faisait à ce moment-là, hein, quand je suis arrivé dans le triathlon. Alexis Anquincan, un athlète français multi-champion du monde, fonctionnait comme ça. C'est même lui qui m'a donné aussi un peu ses conseils d'utiliser qu'une seule et même prothèse. Donc je me suis un peu inspiré de ce qu'il faisait et ce qui fonctionnait bien. Donc on a simplement copié, essayé d'adapter au mieux en fonction de mes particularités, et puis ça fonctionne plutôt pas mal. Et toi, tu as déjà été dans les catégories PTS5, PTS4. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment fonctionnent ces catégories et comment on catégorise réellement les paratriathlètes? J'aime pas ce mot, il est un peu bizarre. Catégoriser, c'est pas très beau. Ouais, alors c'est toujours un peu le problème dans le monde du handisport, dans le parasport. Il y a ces histoires un peu de catégories. L'idée, c'est surtout d'essayer d'équilibrer plus ou moins le débat sportif, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de handicaps différents qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre le départ, moi, athlète debout, avec un athlète en fauteuil ou un athlète malvoyant. Ce serait déjà complètement déséquilibré. Le but, en fait, c'est d'essayer de regrouper les handicaps plus ou moins similaires dans des catégories. En paratriathlon, il y en a 6. La première, on va parler donc des fauteuils. C'est une catégorie bien à part. Ensuite, on a les non et malvoyants qui courent en tandem avec un guide. Donc là, c'est pareil, on ne peut pas les concurrencer. Et ensuite, on a 4 catégories pour les athlètes debout. Donc la PTS2 jusqu'à la PTS5. PTS2, on va retrouver les handicaps les plus lourds, essentiellement les amputations au niveau du fémur. Et la PTS5, les handicaps les plus légers, donc ça peut être un handicap de main, de bras, d'avant-bras ou simplement de doigts. Voilà. Et entre deux, il y a la 3 et la 4. Moi je suis dans la 4 actuellement, donc c'est tout ce qui est un peu amputation au niveau du tibia, bras non fonctionnels ou non présents, amputation complète. Et puis après en 3, on a pas mal aussi de neuro. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de plus ou moins équilibrer le débat sportif. Tu l'as dit, il y a déjà une différence dans les catégories, parce qu'il y a la catégorie, la position haute et la position basse dans la catégorie. Donc c'est pas tout à fait équilibré, mais le but, c'est d'essayer d'équilibrer plus ou moins, et de façon à en plus, le triathlon, c'est un peu différent parce qu'on a 3 sports, et l'idée, c'est de calculer comment handicap la différence, comment impacte plutôt le handicap en fonction de la pratique sur les 3 sports. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma catégorie, on retrouve des athlètes qui sont amputés au niveau du bras ou avec un bras mais non fonctionnel, avec des amputations au niveau du tibia. Ils estiment que le handicap impacte de la même façon l'effort, le triple effort. Ok. Et justement, triathlon, donc natation, vélo, course, c'est quand même beaucoup, c'est très énergivore. Toi, comment est-ce que tu organises ta vie au quotidien avec la récupération, etc. Ça doit être pas facile à organiser tous les jours. Tu l'as dit, hein, on vit triathlon, donc forcément c'est entre 25 et 30 heures par semaine. Quand je parle de 25 et 30 heures, c'est vraiment entraînement physique, donc à la piscine, sur la piste en course à pied, sur le vélo, en muscu, pas oublier non plus. Puis après à ça, s'ajoute tout ce qui est soins, récupération chez le kiné, récupération à la maison, étirement, quelque chose qu'on ne parle pas forcément, mais la préparation mentale qui est aussi très importante. Voilà, c'est des heures en plus. Et puis après, forcément, quand on s'entraîne 2 à 3 fois par jour, il faut penser triathlon. Donc on se lève triathlon, on mange triathlon. Donc c'est vraiment essayer d'accorder toute la journée, toutes les semaines autour de la préparation, en fonction des objectifs tout au long de la saison. Et donc ça, c'est aussi le rôle du coach, parce que je ne suis pas seul dans l'aventure. J'ai toute une petite équipe autour de moi. J'ai un coach, un préparateur mental, un préparateur physique, un kiné et mon prothésiste qui m'accompagne, parce que sans prothèse, on ne pourrait pas être performants, nous les paratriathlètes. Et la première fois, on va revenir un peu sur les compétitions de triathlon. La première fois que j'ai vu une compétition professionnelle de triathlon, j'ai été très surpris à l'arrivée de voir tout le monde s'écrouler au bout de l'effort. Toi, j'imagine que c'était déjà arrivé de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on ressent après avoir terminé un triathlon ? En tout cas, pour ma part, moi, c'est ce qui me donne envie de m'entraîner, en fait, la compète. C'est là où je prends le plus de plaisir, parce que quand on s'entraîne, on ne prend pas de plaisir, on essaie de se dépasser tous les jours, de dépasser ses limites, d'aller toujours plus vite. Et l'idée, en fait, c'est de
de valider tous les efforts à l'entraînement en compétition, en allant chercher un chrono, en allant chercher une place sur une compétition ou un championnat. Et surtout quand on passe la ligne, si la compétition se passe bien, on est content, quoi. Et puis on a fait tout un cycle d'entraînement, on fait une super compète, on va chercher une médaille. Beaucoup de relâchement, beaucoup de joie quand on franchit la ligne. Et puis souvent, et surtout dans ma catégorie, il y a de façon générale, le niveau dans le parasport évolue, et dans le paratriathlon notamment. Et on est de plus en plus performant, et maintenant les places sont chères, et donc il faut vraiment se donner à chaque compète pour aller chercher des résultats, et on va au bout de nous-mêmes à chaque fois, donc ça c'est une chance, et je vois le sport évoluer, et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui on est des athlètes très performants, complets, et ça fait du bien pour le parasport et le paratriathlon français notamment. Est-ce que tu trouves que le mental c'est vraiment primordial chez un triathlète, et toi comment tu le travailles avec ton coach? Ouais, je pense que c'est important. Il y a quand même une partie dans la course où quand on est dans le mal, dans l'effort, il faut garder l'esprit vraiment concentré sur ce qu'on doit faire pour aller au bout et aller chercher ces petites secondes pour grappiller une place, ou les petites secondes qu'on a à aller chercher sur une course. Et ça se travaille. Je pense que préparer son esprit à faire une performance, c'est aussi important. Et moi en fait on a intégré la préparation mentale début 2023, vraiment avec un suivi complet, tout simplement parce que j'avais aussi du mal à accepter mon nouveau statut de sportif de haut niveau, parce que avant ça moi je m'entraînais tout le temps sur mon temps libre, c'était mon loisir, c'était mon sport, mon plaisir, et de devenir en fait sportif pro, d'avoir besoin d'être performant, d'avoir du temps pour m'entraîner tous les jours, ça a été difficile à accepter. Et je prenais plus de plaisir à l'entraînement, et j'avais même envie de m'arrêter parce que j'avais plus ce plaisir comme on peut aller courir et prendre du plaisir quand on est amateur. J'avais perdu toute cette envie, j'avais même envie d'arrêter le triathlon parce qu'il n'y avait plus ce plaisir. Donc on a retravaillé un peu du coup avec mon préparateur mental, c'est comme ça qu'il a intégré l'équipe. C'était juste accepter ce nouveau statut, et donc après on a vraiment fait un suivi global déjà pour préparer les compètes, et puis après c'est des petits outils qu'on travaille au quotidien, qu'on peut utiliser quand j'en ressens le besoin. Préparation d'une compète quand il y a un petit peu de stress, moi ce que j'aime bien c'est travailler un peu sur ma respiration, mettre un petit peu à part, mettre une serviette sur ma tête pour me concentrer, la visualisation à l'effort, préparer ma transition avant le départ en compète. Avant le départ dans l'eau, souvent je me mets un peu dans ma bulle et je visualise ma sortie d'eau, comment j'enfile ma prothèse. Avec les yeux fermés, je fais un peu d'imagerie mentale, et c'est des trucs qui fonctionnent bien. Trouver ces petits outils qui fonctionnent, c'est propre à chacun, mais l'idée c'est de travailler ce qui fonctionne pour pouvoir après l'utiliser et être autonome en compète, et de pouvoir optimiser cette fameuse performance. Et donc tu es athlète de haut niveau, déjà ça, c'est déjà énorme, mais en plus de ça tu fais partie de l'équipe de France. Ça fait quoi de porter les couleurs de son pays? Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. En 2017, c'est la première fois que j'ai porté la trifonction bleu-blanc-rouge. C'était pas une sélection, mais c'était une participation à une manche de Coupe du Monde. Ça fait quelque chose, quoi. On représente la France. C'est une motivation supplémentaire s'il en faut encore quand on court au haut niveau. Mes premières sélections en 2022 au championnat d'Europe et au championnat du monde. On va dire première marseillaise, même si j'étais pas sur la première place, mais j'ai eu cette chance de partager avec Alexis son podium au championnat du monde et au championnat d'Europe. Donc ça fait quelque chose, c'est une fierté, et puis forcément beaucoup d'émotions quand on entend la marseillaise sur le podium avec une médaille autour du cou, même si c'est pas la première place pour mon cas, une seconde, une troisième place avec la marseillaise, ça fait toujours du bien, et je suis fier de porter cette belle tenue. Et raconte-moi un peu ton expérience aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ça a dû être assez fou, il va y avoir pas mal d'excitation, de stress, de fierté aussi de porter ces couleurs de la France en France, à Paris, pour des Jeux paralympiques. Ça devait être sacré fort en émotion. Ouais, c'est une expérience incroyable et un peu douloureuse aussi, parce que je finis au pied du podium. C'est pas forcément ce à quoi on s'était préparé et ce qu'on attendait. Mais après, c'était tellement incroyable. C'est un monde à part. Quand on est rentré dans le village, de pouvoir côtoyer les athlètes du monde entier, voir tous les handicaps, ça c'est déjà une première ouverture d'esprit.
Et même moi qui ai l'habitude de côtoyer des personnes en situation de handicap et le handicap de façon générale, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Donc ouais, toujours intéressant de pouvoir échanger un peu avec ces athlètes-là. Et puis après, la préparation de la compète, une compète avec beaucoup d'attentes. Voilà, les jeux, ça reste les jeux. Tant qu'on ne les a pas fait, on ne sait pas ce que c'est. Et puis voilà, même le monde, quoi, avoir à faire une course avec autant de monde au bord de la route, ça m'est jamais arrivé. Et c'était sans doute l'un de mes meilleurs souvenirs. Je me dis qu'on a vécu ça à Paris, on a eu cette chance-là. Et je pense qu'on n'aura jamais l'occasion de revivre une course avec autant de monde, autant de drapeaux bleu, blanc, rouge sur le bord de la route. Et ça reste une expérience juste magnifique. Et rien que pour ça, merci Paris et merci toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver jusque-là. Parce qu'en tant qu'athlète, c'est quand même quelque chose de très important. Les Jeux paralympiques dans son pays, voilà, c'est la plus belle compète et sans doute l'un de mes plus beaux souvenirs dans le sport. Et la France a brillé aux Jeux paralympiques, notamment en triathlon. Sur un paratriathlon, tu as quand même fini 4e, ce n'est pas rien, c'est quand même une belle place et il y a eu beaucoup d'autres belles performances. Est-ce que tu as vu, tu as perçu une amélioration de la reconnaissance du handisport en France, notamment par exemple du paratriathlon? Je pense que ça a été assez éphémère. On a eu ce gros coup de projecteur lors des Jeux. Forcément aussi avant, parce que tout le monde voulait être dans l'ambiance des Jeux, tout le monde voulait participer, accompagner les athlètes pour la préparation. Et maintenant que les Jeux sont passés, voilà, ça s'est un peu essoufflé, un peu l'image du gâteau qui gonfle dans le four et dès qu'on sort du four, il se dégonfle. C'est un petit peu ça en fait, hein. On est un peu tous déçus des retombées. On aurait pensé avoir plus de retombées, plus de contacts derrière, plus de sollicitations. Mais voilà, ça reste un peu décevant par rapport à ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a déjà aussi une première prise de conscience, l'idée d'en avoir montré beaucoup cet été, montrer le handicap à la télé. C'est la première fois que France Télévisions retransmet l'intégralité des épreuves, donc ça c'est déjà une première victoire. Mais c'est pas suffisant parce que maintenant on n'en voit plus à la télé et il faudrait que ça continue et qu'on puisse en voir un petit peu plus encore et que ça se banalise tout simplement, pour que le handicap soit plus une différence, mais qu'on soit accepté par rapport à notre différence. Et tu as un très beau palmarès déjà à ton actif. Est-ce que tu vis vraiment pleinement de ce sport ou pas aujourd'hui? En vivre, j'ai envie de dire oui, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir ma société, mon entreprise, Keolis Lille, qui m'accompagne. J'ai d'abord commencé à travailler chez eux et puis après progressivement le projet s'est mis en place et aujourd'hui en fait je suis détaché. Je suis détaché pour m'entraîner, donc j'ai toujours mon salaire dans l'entreprise, mais du coup je ne me présente plus au travail, mais mon nouveau travail c'est m'entraîner. Donc c'est un peu grâce à eux que je peux vivre un peu ce rêve. J'ai quelques partenaires qui m'accompagnent pour financer mon matériel, mes déplacements et mes saisons. Donc aujourd'hui, oui, j'arrive à en vivre. Mais je ne gagne pas forcément beaucoup d'argent par rapport au triathlon, parce que déjà c'est du paratriathlon, il y a déjà une différence. On ne gagne pas forcément d'argent sur les courses. On a juste la chance de participer aux courses, mais on ne gagne pas d'argent sur les courses. Donc il y a encore des différences, mais en tout cas ça suffit pour pouvoir continuer à m'entraîner, vivre de cette passion et puis pas perdre d'argent surtout. J'en gagne pas forcément, mais j'en perds pas. Donc voilà, et puis l'idée de partager cette aventure avec beaucoup de monde, c'est ça aussi la richesse de cette aventure. Le gouvernement a annoncé vouloir restreindre le budget alloué au sport, donc les coupes budgétaires. Toi, comment tu as réagi face à cette annonce-là en voyant ça en tant que représentant de la France dans le paratriathlon? On fait machine arrière, très clairement. C'est dommage, on nous a donné les moyens pour nous préparer. Alors c'est sûr que c'était peut-être beaucoup de moyens pour préparer les Jeux, mais en tout cas, voilà, une Olympiade, ça ne se prépare pas en un an, ça se prépare sur 4 ans, voire même peut-être plus, 6, 8 ans. Donc du coup, on a besoin d'argent pour les prochaines Olympiades, pour préparer ça correctement. Et là, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions pour être performant et pour préparer les Jeux en 2028. Mais voilà, j'espère que ça va réagir et qu'on va retrouver ces moyens-là, qu'on aura aussi des entreprises qui vont nous accompagner dans ces projets. Parce qu'aujourd'hui, un peu, j'ai envie de dire, ce qui soutient le sport français, c'est peut-être pas forcément le gouvernement, mais plus les entreprises qui nous aident financièrement pour qu'on puisse, nous sportifs, subvenir à nos besoins pour être performants
déjà dans un premier temps se préparer et puis après être performant en compétition, se déplacer et être performant en compétition. Et du coup, en parlant des Jeux de 2028, bon, c'est encore un peu loin, mais ça va arriver quand même très vite. Pour toi, Los Angeles, ça te fait rêver, t'y penses ou pas? Forcément, j'y pense. En finissant 4e à Paris, c'était une expérience incroyable, mais il manque quelque chose, il manque la médaille. Donc l'idée, c'est de se préparer pour essayer d'aller en chercher une à Los Angeles, aller chercher ce qui m'a manqué, goûter à ce fameux podium olympique, paralympique plutôt. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà pensé, on met les choses en place pour y arriver. On n'a pas forcément attendu, comme je te l'ai dit, voilà, une Olympiade, ça se prépare sur 4 ans. Et donc voilà, on est reparti tout de suite à l'entraînement, on remet les choses en place. On a aussi fait le bilan de Paris, ce qui nous a manqué, ce qu'on a envie d'aller optimiser et de changer. Donc voilà, on est reparti sur une nouvelle dynamique avec des objectifs bien définis. Et avec en ligne de mire forcément dans 4 ans, un peu moins maintenant, mais Los Angeles en 2028. Ouais. Et pour finir cette interview, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à des jeunes ou à des personnes en situation de handicap qui n'osent pas se lancer dans le sport et peut-être particulièrement dans le paratriathlon? Tout simplement, j'ai envie de leur dire qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Parce que c'est super important, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de voir aussi qu'on n'est pas seul. Moi, c'est grâce à ça que j'ai accepté mon handicap et ça m'a apporté énormément. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Et puis si on a cette petite réticence à se lancer, pourquoi pas passer par l'intermédiaire d'une personne qu'on connaît et pourquoi pas aussi aller solliciter des sportifs qui font rêver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui répondent aux questions et qui des fois mettent aussi en relation. Donc voilà, pas hésiter à nous solliciter pour faire le premier pas et mettre les choses en place. Merci beaucoup Pierre-Antoine, c'est gentil d'avoir répondu à mes questions. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite et j'espère te voir aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Merci pour ce moment d'échange, merci à toi et puis on se voit à Los Angeles. Ça marche, merci beaucoup. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping.